prince Saurao. Alors, ça se passe en Autriche, hein, c'est un dernier rejeton d'une classe en voie de disparition. C'est un homme qui vit dans un microcosme de quelques hectares, quelques dizaines d'hectares. Ce prince qui, en une sorte de symphonie en trois mouvements ou de concert en trois mouvements, va nous raconter un peu ce qu'il est, va nous raconter un peu son être intime et va nous raconter l'angoisse du devenir. On va découvrir que le prince nous raconte dans son domaine de Saora et du haut de son piton montagneux, rocheux et forestier, il nous raconte une inondation, mais en même temps il nous raconte une sorte de pièce de théâtre fantasmagorique qui a eu sûrement lieu dans le village ou sur les terres à côté, et toute l'inondation et le théâtre, plus ou moins intime, nous donne l'impression d'un grand chaos, d'une grande destruction comme ça en devenir. J'ai l'impression, à chaque instant, qu'il serait naturel que le monde se disloque. Ou bien est-ce la nature qui doit s'annihiler elle-même? Ce processus part toujours de l'intérieur et se déploie vers l'extérieur. Quand j'en arrive à cette observation, cette vision des choses, tout en moi est blessé. Ce qui me surprend, ce n'est pas tant le fait que tout a toujours déclenché ces bruits de mon cerveau, que ces bruits sont de toujours, qu'ils ont toujours été et seront toujours. Mais plutôt le fait effrayant celui-là, que pas un homme, parmi tous ceux avec lesquels je suis entré en contact, et mon cher docteur, je suis entré en contact avec un si grand nombre d'hommes, un si grand nombre de caractères, que si vous les voyez là, devant vous, entassés, en tas, devant vous, le monde entier risquerait de se dérober instantanément sous vos jambes. J'ai eu à ma disposition un échantillonnage si formidablement varié d'humains. Le surprenant, c'est que pas un homme, pas un seul cerveau ne partagera jamais ces bruits avec moi. Ce qui est bouleversant. Alors c'est un monologue, et je pense que l'acteur qui joue ça doit à un moment donné non plus raconter de l'extérieur, mais de l'intérieur, ce personnage du prince Saora, et donc quelque part le posséder tout entier, dans son angoisse, dans sa folie, dans sa détresse aussi, mais aussi dans sa noblesse et dans tout ce qui structure son histoire. Pour moi, est mortel, à savoir le fait d'être seul à seul avec ce fait. C'est l'univers mental d'un homme qui, bien sûr, quelque part ressemble à Thomas Bernhard, ressemble aux nostalgies de Thomas Bernhard et ressemble aussi à la volonté d'avancer, la volonté progressiste et quelque part un peu destructrice d'un Thomas Bernhard face au monde dans lequel il vit. J'ai eu l'occasion de lire successivement deux textes de Thomas Bernhard, Le Prince et le lendemain ou la veille, Mépris, qui est un récit anecdotique assez piquant et assez savoureux des divers moments où Thomas Bernhard a reçu des prix littéraires et la manière dont il les a reçus. Il n'y a rien de commun entre ces deux textes qui sont très différents. Les prix, ça raconte des moments assez drôles et assez ironiques et assez tranchants de la manière dont Thomas Bernhard pouvait subir l'institution et le pouvoir et s'en moquer aussi quelque part, en tous les cas la traiter avec désinvolture et insolence.
quelque part, le Thomas Bernhard qui reçoit des prix a quelque chose du prince. Il a cette insolence, il a cette hauteur de point de vue qui peut être, vu de l'extérieur, peut être aussi désagréable, peut être vécu comme quelque chose de très agressif et de très violent, mais qui en même temps est à l'essence même d'une philosophie de la vie, d'un mode de pensée, d'un regard sur l'être, d'un regard sur lui-même. Et je pense que Thomas Bernhard sait être impitoyable avec le monde qui l'entoure autant qu'avec lui-même. Et ça, je le ressens terriblement dans ces deux textes si différents. Dans la conversation, les gens se sentent continuellement sur la corde raide, perpétuellement en proie à la peur de tomber au bas niveau qui leur correspond. Moi aussi, je suis en proie à cette peur. Comment la catastrophe s'élabore, je le vois par la fenêtre, elle s'élabore en silence, se produit en silence. L'homme pensant doit chasser toujours davantage les images de sa mémoire. Son but est atteint quand il n'y a plus d'images dans son cerveau, quand dans le cerveau les possibilités de représentation sont épuisées. Compréhension. Barbara Hutt, qui est une grande spécialiste de Thomas Bernhard, a eu la bonne idée et l'envie de mettre en musique, si j'ose dire, de mettre de la musique, interprétée par un personnage très savoureux, un clarinettiste de grand talent, Pierre Ragu, qui avec sa clarinette et avec tout un système électronique de pédales et d'interventions sonores, les préenregistrés, etc., contribue à enrichir l'univers mental de Thomas Bernhard et à rendre cette lecture plaisante, à lui mettre des respirations musicales, soit entre les textes, entre les mouvements des différents textes, soit à l'intérieur même de la lecture, qui, à mon avis, transforme une simple lecture en spectacle.